Nous sommes venus invités par le gouvernement du Sénégal le 20 janvier dernier. On est aujourd'hui le 16 mai et c'est ça la particularité des missions d'observation de l'Union européenne, de rester suffisamment longtemps pour observer tout le processus électoral dès le début de la campagne, l'inscription des candidats et de prendre le temps de faire un rapport final circonstancié. Je suis donc venu vous présenter ces 61 pages du rapport final que vous verrez d'ici peu, qui prend en compte tous les aspects du processus électoral comme le cadre juridique, les rôles des médias, le financement des candidats et le déroulement du scrutin. Je sors de cette mission avec un profond sentiment de gratitude. Gratitude pour la coopération exemplaire avec les autorités sénégalaises et avec les citoyens sénégalais. Gratitude et aussi une pointe de fierté, je dois dire, pour le travail mené par notre équipe et par tous nos observateurs éparpillés dans le pays. Il y a aussi une certaine satisfaction, je dois dire, car nous avons pu mener notre mission dans la sérénité et dans l'indépendance. Preuve de la qualité de cette coopération avec les autorités nationales, cet après-midi même, il y aura une session technique sur les recommandations que nous avons pu formuler. Cette session sera animée non pas par nos experts, mais à la tête de chaque groupe de travail, il y aura un des responsables et des figures clés du processus électoral sénégalais. Suivi d'ailleurs, cette session technique sera suivie par un point de presse à 19 h. Si vous voulez y assister, vous êtes les bienvenus. Cela, d'avoir une session technique juste après la publication de notre rapport final, où on discutera des recommandations, cela donne beaucoup d'espoir sur le débat à suivre, sur la mise en œuvre des recommandations que nous avons formulées. Et des recommandations, oui, il y en a. Parce que dans chaque démocratie qui se respecte, et même une démocratie aussi vivante et forte que la démocratie sénégalaise, il y a toujours des choses à perfectionner. Voici nos principales conclusions et recommandations. Je ne reviendrai pas ici longuement sur le déroulement de l'élection puisque nous avons pu faire part de nos observations lors des 2 conférences de presse quand nous avons présenté les rapports préliminaires après le premier tour et après le deuxième tour. La campagne a été marquée par une tension vive, avec beaucoup d'émotions, de rumeurs, de peurs de part et d'autre. Il y a même eu des morts, des blessés. Et malgré cette tension, le scrutin s'est déroulé dans le calme. Les autorités ont, à tout niveau, montré un sens de l'État exemplaire. Ils ont bien maîtrisé le calendrier, ils ont contrôlé de façon exemplaire le traitement des résultats. Les citoyens sénégalais ont donné un exemple au monde entier. Oui, la démocratie existe en Afrique de l'Ouest et elle se porte très bien au Sénégal, merci. L'insulte aux droits des citoyens faite au Mali et malheureusement aussi en Guinée-Bissau doit être effacée le plus vite possible dans l'intérêt de la paix, de la prospérité et de l'avenir auquel l'Afrique aspire. À cet égard, je me permets d'inciter le nouveau gouvernement sénégalais de s'engager activement et clairement contre les atteintes aux droits démocratiques dans la région. Le pragmatisme est bien, la prudence au tout début d'un nouveau mandat est bien, est compréhensible, mais ne doit pas écraser la volonté de nous tous de voir la démocratie revivre au Mali et au Guinée-Bissau. Voici les principaux points du rapport final. Le texte intégral est d'ailleurs disponible en français sur le site de la mission www, etc. EUEOM.eu et puis Sénégal 2012. Enfin, vous verrez bien. L'élection présidentielle de 2012 a renforcé la démocratie sénégalaise. La mission d'observation tient à vous faire part de sa satisfaction d'avoir constaté la volonté démocratique des institutions sénégalaises et l'attitude responsable des électeurs qui se sont rendus aux urnes à chaque fois dans le calme. Malgré quelques incidents limités et isolés. Le comportement professionnel des forces de l'ordre a également contribué de manière importante à la réussite de ce processus. La mission salue la qualité, encore une fois, exemplaire, et la transparence du traitement des résultats lors des 2 tours, dans la transparence avec une grande efficacité.
Néanmoins, la mission a fait part de sa préoccupation sur les cas fréquents d'achat de conscience, déplorables et illicites. Directement observé par la mission, d'ailleurs, et également signalé par plusieurs acteurs politiques, par des observateurs nationaux et par la société civile. L'achat de bulletins de vote non utilisés a également été constaté par la mission. Je n'ai pas à revenir ici sur le cas d'un ministre qui, dans la communauté rurale de Touba Mosquée, était présent même lors de la distribution d'argent à des citoyens par ses militants, juste avant le deuxième tour. La presse sénégalaise l'a déjà suffisamment cloué au pilori. Campagne électorale. L'utilisation inappropriée de biens publics par les deux candidats a été observée par la mission pendant les campagnes électorales. De manière notable par le président sortant Abdoulaye Wade, qui a bénéficié de moyens d'État, et dans une moindre mesure par son challenger Macky Sall. Une réglementation du financement des partis politiques et des campagnes électorales, actuellement inexistantes, serait indispensable afin de rendre enfin transparentes les ressources financières des partis et des candidats. On peut penser, par exemple, à un plafonnement du budget de campagne de chaque candidat, plafonnement qui n'existe d'ailleurs pas dans tous les pays, mais c'est un des moyens de contrôler les dépenses et les rentrées. Aussi, on peut penser à un plafonnement des dons des particuliers. La Constitution de 2001, quant au cadre juridique, la Constitution de 2001 et ses révisions successives ont changé un régime qui était semi-présidentiel et équilibré en faveur d'un pouvoir présidentiel que l'on peut qualifier de disproportionné. Malgré cela, le cadre juridique régissant l'élection présidentielle propose tout de même une base adéquate pour l'organisation d'élections conformes aux obligations et engagements régionaux et internationaux auxquels le Sénégal adhère. Il y a un bémol dans la cohérence des textes juridiques. Les révisions fréquentes de la Constitution et du Code électoral n'ont pas été suivies d'une harmonisation systématique entre les textes de loi. En outre, on remarque dans ce cadre juridique un certain manque de transparence, puisque les décrets et les arrêtés relatifs aux élections n'ont malheureusement pas été rendus accessibles aux citoyens sénégalais, les archives du site du journal officiel n'ayant pas été mises à jour depuis 2010. Les décisions des autres juridictions ne sont pas publiées en ligne à ce jour. La liberté de manifester mériterait un renforcement, puisqu'alors que la Constitution reconnaît la liberté de manifestation en tant que droit fondamental, certaines lois des années 70 dotent toujours l'autorité administrative d'un pouvoir discrétionnaire, voire arbitraire, d'interdire l'exercice de cette liberté. Pour finir sur ce chapitre juridique, nos experts relèvent que le cadre juridique n'établit aucun critère sur lequel le Conseil constitutionnel pourrait, le cas échéant, s'appuyer pour motiver une décision d'annulation et de reprise du scrutin. Ainsi, en cas de contestation future, les juges se trouveraient obligés de définir un critère ad hoc, ce qui est inconfortable pour une institution qui doit être au-dessus de tout soupçon de choix partisan. Quant à l'administration électorale, le ministère chargé des élections, les autorités administratives, la Commission électorale nationale autonome et la Cour d'appel de Dakar, mais aussi le ministère des Affaires étrangères, qui constitue l'ossature de l'administration électorale, toutes ces instances ont bien maîtrisé toutes les étapes du calendrier. Le comité de veille et de suivi des recommandations de l'audit, dont il y a des membres ici présents, le comité de veille et de suivi des recommandations de l'audit du fichier électoral, le CVS, mis en place au début de l'année 2011, a été le seul lieu d'échange et de concertation au niveau central entre les partis politiques, la société civile et les représentants de l'administration électorale. Il a aussi permis la révision du code électoral. Ce comité de veille et de suivi, et c'est une de nos recommandations principales, mérite de se voir pérennisé et renforcé en compétences pour devenir la plateforme par excellence pour tout débat concernant les élections. L'enregistrement des électeurs. La grande et tout de même décevante
sous-représentation de l'électorat âgé de 18 à 23 ans, déjà révélée par les résultats de l'audit du fichier électoral en 2011, est estimée à plus d'1 million d'électeurs potentiels sur un électorat actuel d'un peu plus de 5 millions d'électeurs. C'est donc considérable. Où est la caméra? Et les jeunes, inscrivez-vous.